Bonsoir, bonjour et bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes. Voilà, encore une fois, on se retrouve dans votre salon et ça fait toujours autant plaisir. Salut les filles. Salut Gisèle. Hey, ça le fait bien. Bonsoir. Et on a avec nous Sadia. Bonsoir Sadia. Bonsoir. Bienvenue Sadia. sur le plateau. Merci. Alors, du coup, je vais planter le décor. Il y a eu récemment un salon. Oui, un salon sur le public atteint de troubles des apprentissages, D'accord. comme chaque année. Mais bon, l'an dernier, on ne l'avait pas fait, on sait pourquoi. D'accord. Voilà. Donc c'est un salon, donc le salon de l'inclusion des 10 qui a eu lieu il y a quelques jours À maintenant. l'université. À l'université, donc c'était dans le nord de l'île. Oui. Et on a eu l'occasion justement d'être présente par le biais de Karine qui t'a ramené dans le coffre de sa voiture sur le plateau. Voilà, Effectivement, alors moi, à la base, c'était déjà que Au cœur des femmes était invité à faire maîtresse de cérémonie. Et puis ensuite, on a communiqué par le biais de Facebook également. Je cherche ma caméra, elle est là. Et c'est vrai que Au cœur des femmes a eu l'opportunité de rencontrer tous les partenaires du salon. Là, je fais juste un gros plan. Tous les partenaires du salon et surtout essayer de comprendre, de promouvoir, mais surtout, pas promouvoir dans le sens publicité, mais vraiment de donner de la visibilité à des choses qui sont qui sont restées un peu tabous. Donc là, c'est encore une fois l'occasion de détaquer la langue et d'en parler. Parce que je suis sûre qu'à travers le témoignage de Sadia, beaucoup de Réunionnais et de Réunionnaises vont s'y retrouver. Alors ce salon, moi j'ai plein de questions, mais déjà on va commencer par Sadia, qui tu es et c'est quoi ta légitimité aujourd'hui d'organiser un salon sur les troubles 10 ? Oh, on finit à quelle heure 26 minutes s'il te plaît. Alors, moi je suis à La Réunion depuis peu, ça va faire ma 9e année que je suis à La Réunion. Je viens du nord de la France, en étant passée par la région parisienne. Qui je suis ? Déjà de formation déjà. Je suis de formation psychologue et de profession aussi. Je suis psychologue éducation nationale et je dirige aussi un service, un centre d'information et d'orientation, donc tout au cœur de l'accompagnement des élèves et du public aussi adulte. Ma légitimité, les troubles des apprentissages, j'ai un peu commencé à les connaître à la maison. Puisque j'ai un enfant atteint des troubles du comportement, ou maintenant on dit TDA, trouble de l'attention, c'est un peu moins connoté. Oui. Et comme c'est héréditaire, je pense que j'ai dû l'être enfant, mais moi, à mon époque, parce que je suis un peu plus vieille que vous. Un tout petit peu, mais voilà. vraiment. Mais ça se voit pas. Voilà, on se tient en forme un peu. Ça. Donc tu soulignais qu'effectivement, à ton époque, on ne mettait pas le focus sur... C'est-à-dire qu'une fille qui bougeait beaucoup, c'était pas bien vu. Si alors on mettait, si c'est quand c'est le garçon, c'est un garçon, c'est normal. C'est normal, voilà. C'est normal. Voilà. Quand c'est une fille, où là, il y a le problème d'éducation et tout ça, bon, voilà. Elle sait pas se tenir. Elle est mal élevée. C'est ça, voilà. Et tout, et donc, d'accord. Du coup, toi, ton enfance, ça a été rythmé par ça, tu t'en souviens de cette vision de mon enfant, ouais. C'était difficile. C'était difficile parce que c'est l'enfant que tout le monde n'en veut pas, y compris au sein de la famille. De ton enfance à toi ? Oui, non, mon enfance. Non, mais toi, du coup. Mon enfance, on va dire, c'était un peu perturbé au primaire. Et puis après, comme à l'école, je réussissais bien à l'école, donc j'ai pu canaliser. D'accord. L'école a été une bouée pour moi, et puis aussi il fallait que je m'en sorte parce que je suis quand même d'origine maghrébine et les femmes dans mon milieu, c'était ou l'école ou l'école. Voilà, c'est ça. Eh oui, voilà. Sinon donc, tu sors de la famille. C'est ça, donc j'ai trouvé une porte de sortie. Je sais pas, je pense que c'est pas très éloigné de la culture réunionnaise. Complètement, complètement. Oui, c'est pour ça que je connais. Donc on s'y retrouve, voilà. D'accord, et du coup ton enfant, donc toi... Oui, donc mon enfant, il posait des problèmes de comportement, donc toute la ribambelle, psychomote. Tout un parcours. Tout un parcours. Les difficultés à l'école, fallait canaliser, essayer de comprendre. J'ai pas tout compris à ce moment-là, un peu tardivement. Et puis dans la famille aussi, c'est l'enfant qu'on veut pas à la maison parce qu'il pose problème, patati patata. Et pour ces enfants-là en TDA, le seul remède, c'est le temps, comme dirait Winnicott. Le problème à l'adolescence, c'est le temps. Voilà. Oui.
Parce que heureusement, il n'était pas atteint d'hyperactivité. Hein. C'est quand on est hyperactivité, il y a les médicaments, le fameux Ritalin. Donc il n'y a pas besoin de ça. Et puis, de par ma profession, on voyait pas mal d'enfants atteints de troubles des apprentissages qui étaient en difficulté à l'école. Donc voilà, ma légitimité, c'était un petit peu de les comprendre et puis de les accompagner. D'autant plus que récemment, on commence à prendre en compte leurs problématiques et à les accompagner. Donc raison de plus pour continuer cet accompagnement, cette sensibilisation auprès des professionnels. Au niveau institutionnel, il y a la mise en place des aménagements pédagogiques qui commencent à se faire pour ce public qu'on appelle aussi les empêchés d'apprendre. Parce qu'ils sont empêchés d'apprendre. Les empêchés d'apprendre parce qu'ils ont des troubles des apprentissages, donc troubles qu'on a à la naissance et qu'on aura jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que tu peux illustrer concrètement avec des exemples fait d'attitudes, de comportements? Vraiment, qu'est-ce que c'est? Alors, on a déjà dit les troubles du comportement, de l'attention. Donc, un enfant qui est perturbé parce que tout est autour de lui, c'est amplifié. Et puis, il se laisse distraire. Et donc, du coup, il n'est pas concentré. Donc, distraction. Oui, c'est-à-dire que quand il doit faire une tâche, il ne peut pas comprendre la tâche parce qu'il est perturbé par son environnement. Il est trop sensible. Voilà, ça va même jusqu'à des fois les odeurs, il les sent plus que les autres. Et c'est un peu gênant au point de le rendre irritable. Et, on a les dyslexiques qui ont des difficultés à lire parce qu'ils inversent les lettres. Dysorthographiques, les règles d'orthographe, c'est pas ça. L'écriture, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a un truc aussi. Dysgraphie? Oui, les dysgraphiques, ils ont des difficultés avec l'aspect motrice pour tenir le stylo. Les dysphasies, ceux qui ont un problème d'élocution verbale. Dyscalculie, ceux qui ne s'entendent pas avec les chiffres, qui n'arrivent pas à les mettre sur comme il faut. Donc ceux-là, il ne faut pas qu'ils fassent la gestion, déjà. C'est délicat. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est concerné par ça, non? À un moment ou à un autre, oui. On va dire que tout dépend de la sévérité des troubles. Tout l'art consiste à pouvoir compenser, les connaître d'abord, et puis après pouvoir les compenser. Mais je dirais que tout l'accompagnement qu'on peut faire auprès de ce public-là va aussi servir à ceux qui ont simplement des difficultés scolaires. C'est ça surtout. Effectivement. Alors là, si vous pouvez vous adresser à des parents qui ne savent pas, tout simplement, quelle est la première alerte? Comment et qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, de bien observer leur enfant. Et s'il y a déjà des signes qui leur posent question, soit un enfant il parle pas, ou il bouge, ou quand il bouge il tombe facilement, ou il n'arrive pas à faire ses lacets, ou il n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose pendant un temps certain, je dis pas pendant 1 heure, mais pendant au moins un quart d'heure s'il se concentre pas, déjà d'aller voir des professionnels en premier lieu, soit son médecin traitant, ou soit le médecin de la PMI, et puis faire part de ses interrogations. Après, charge au médecin d'observer et après de relayer par des professionnels si effectivement un diagnostic peut être posé. Parce que c'est ça l'enjeu. Il faut un diagnostic précoce pour mieux accompagner plus tôt. Ils sont pas justement, guéris. à partir de quel âge on peut vraiment dire que... Parce qu'un petit qui bouge... Généralement, on dit comme ça, un petit enfant, il bouge normalement et voilà, c'est normal. Donc, à partir de quel âge on peut vraiment dire que peut-être là, il faudrait faire attention? À partir du moment où l'enfant commence à rentrer dans le verbe, quand il commence à parler ou quand il commence à marcher. Donc c'est vers 3 à 4 ans, on peut déjà regarder. Et puis après, c'est surtout quand il rentre à l'école. Là, il faut être aussi vigilant. C'est à l'école, au moment où il doit rentrer dans les apprentissages. Là, on va lui demander des compétences et tout ça. Donc là, c'est déjà les premiers signes. Moi, j'aime bien, c'est à ce moment-là. Qui sont vraiment confondus avec peut-être un trait de caractère. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent on entend les parents dire mais non, mon enfant il n'est pas patient, il n'est pas concentré, c'est son caractère, ça s'arrête là. Oui, on fait souvent la confusion entre cette pathologie-là, puisque ça en est une, et le trait de caractère de l'enfant. C'est encore le cas aujourd'hui? Je pense, même à l'école, les mal-aimés dans tous les troubles d'apprentissage, c'est les TDA. C'est les mal-aimés parce qu'ils perturbent. Mais ils perturbent parce que perturbés. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, c'est ceux-là les plus mal aimés. Après les autres, ils ont des difficultés. Effectivement, il ne faut pas lier ça à un trait de caractère. Il n'est pas patient. La patience, ça s'apprend, mais encore faut-il pouvoir canaliser et avoir tous les réflexes possibles. Donc, effectivement, il peut y avoir des... Souvent, c'est ça, TDA, on va dire, il a du tempérament, il bouge, oui, mais après, s'il est face à une tâche et qu'il n'arrive pas à suffisamment concentrer
prêt pour faire la tâche, ou qu'il est, parce que ces gamins-là, le problème, c'est que quand ils doivent faire une tâche et qu'ils ont un trouble, ils sont dans ce qu'on appelle double tâche, c'est-à-dire que ça perturbe ça perturbe dans leur cerveau, ils sont ce qu'on appelle leur saturation cognitive. Un gamin qui, par exemple, est dyslexique et qui a du mal à lire, il faut qu'il se concentre sur de bien lire, et du coup, en attendant, il peut pas comprendre la consigne. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut compenser sa difficulté de lire, et comme ça, il pourra répondre à la consigne. Mais c'est quoi les solutions alors? Par exemple, pour la dyslexie, il peut y avoir ça peut être des interlignes, changer la police, donner des photocopies. Pour Donc il y a un travail supplémentaire d'accompagnement en école. Est-ce que tu penses que les professionnels de l'éducation, ils sont sensibilisés justement à cette typologie d'enfants Alors de plus en plus, parce que là on parle vraiment de l'école inclusive. Et là, depuis la rentrée de cette année, tous les nouveaux enseignants ou cadres de l'éducation, CPE, ont un module sur les élèves à besoins particuliers. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs, c'est un bon module de 24 heures minimum, ça peut être au-delà. Donc ça commence à être intégré dans le parcours de l'éducation. Et puis de plus en plus d'établissements nous interpellent, que ce soit nous ou que ce soit au niveau académique. Dans toutes les académies, il y a un chargé de mission des troubles d'apprentissage qui est là aussi pour accompagner les enseignants et les familles sur cette sensibilisation, sur la formation. Parce que légalement, maintenant, il y a la mise en place des aménagements pédagogiques. Ces enfants-là peuvent avoir le droit. Aménagement pédagogique. Il y a le PAP, par exemple, c'est un dispositif, ou le PPS si c'est sévérité, mais là, ça relève du handicap. D'accord. Et ça peut aller jusqu'aux aménagements d'examen, c'est-à-dire être dispensé de certaines parties des épreuves. Par exemple, quelqu'un qui est dysphasique, on ne va pas l'interroger à l'oral. D'accord. Ça serait le rendre en difficulté, y compris pour les langues. Donc, il peut être dispensé de certaines épreuves où on va l'interroger de manière différente pour évaluer ses compétences. Parce qu'ils ne sont pas déficients sur le plan intellectuel. Ok, très bien. Ça, c'est vraiment quelque chose à insister. À souligner. Ah oui, bien sûr, il faut souligner ça. Et donc, de par tout ce que tu dis là, tu as monté une association. Tu es présidente d'une association. Oui, en fait, c'est pas moi qui l'ai montée. Elle était déjà là depuis 2010. D'accord. Et donc, moi, j'ai pris la suite en 2019. Et voilà, l'association AP10. AP10. Voilà. D'accord. APEDYS, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a également une adresse mail, un site internet. Oui. Et vous intervenez comment? Alors, donc on n'a pas de local. On n'a pas de local, donc on intervient sur notre site qu'on va essayer de réorganiser parce que sur le plan ergonomique, il demande à être évolué. Donc, il y a sur nos sites téléphone et mail. Donc, on répond par mail. Et puis, on va relancer nos conférences à thème sur toute l'île parce qu'on se déplace sur toute l'île, sur des conférences thématiques en lien avec les troubles des apprentissages. Et puis là, la pandémie, il y a des fois quelque chose de bon. C'est qu'on va peut-être permettre de faire en visio. Numérique, quoi. Ouais, pour toucher un peu plus de public sans que ça fasse des déplacements, quoi. Est-ce que vous avez des stats? On sait combien d'enfants sont touchés à La Réunion par... Alors, à La Réunion, je ne sais pas, mais sur le plan mondial, on va dire que c'est les porteurs de troubles 10, le taux s'élève entre 8 et 10%. Sauf que ce taux-là est à minorer parce que c'est quelque chose qui est nouveau, on va dire. Donc avant, il y avait on a mis des mots dessus. Donc voilà, c'est ça. Okay. Avant, ça existait, mais c'était des élèves en difficulté, on les mettait de côté. Et comme ils trouvaient une place dans la société, ça posait pas problème. Donc le chiffre est certainement beaucoup plus important que les 8 ou 10%. Justement, tout à l'heure, vous disiez comme ça que... En fait, on ne guérit pas de 10, mais on évolue avec, c'est ça? Il faut l'apprivoiser, on compense. On compense ses difficultés, on contourne, et c'est tout. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que pour ceux qui ont des troubles des dyslexiques, c'est trouver des moyens pour réussir à mieux lire. Donc avec tous les subterfuges que je vous ai dit, la police, et puis là comment dirais-je, le phénomène du numérique aide beaucoup, parce qu'il y a pas mal d'outils qui peuvent aider dans ce sens-là. Alors, justement, est-ce que justement le côté écran, ça favorise les personnes qui sont touchées 10 ou pas? Par exemple, regardez un reportage sur un téléphone ou sur la télé, c'est plus favorable qu'aller lire un livre concernant la même thématique. Par exemple, un enfant qui est dyslexique, donc forcément la lecture, ça va pas être ça. Okay. Mais est-ce pour autant qu'il n'aime pas lire? On peut très bien développer la lecture audio. Ok. Et comme ça, il touche à la littérature. C'est une solution, voilà, super. Du coup, la dysgraphie, on peut avoir accès à l'ordinateur, au portable. Il y a des outils, par le portable, et puis après comment dirais-je, une aide avec l'ergothérapeute. Il y a des logiciels particuliers pour pouvoir compenser selon son trouble. D'accord. Et puis la littérature audio, ça peut même servir des fois quand on est fatigué de lire, on écoute. Mais à n'importe qui, d'ailleurs. Oui, ceux qui n'aiment pas lire, tout simplement, sans être dyslexique. Il y en a beaucoup. On parle, ça c'est dit. On parle effectivement de l'école, mais on parle aussi de l'insertion professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais articuler un petit peu mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des adultes ou des jeunes adultes qui viennent te voir en disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai ce problème et je découvre qu'effectivement c'était une pathologie, je n'ai pas été prise en compte, mais aidez-moi. Ouais. Est-ce que tu as ça aujourd'hui? Oui, j'ai ça, mais là c'est beaucoup plus dur pour le personnel adulte parce que pour se faire aider, on est confronté à un problème de prise en charge par des professionnels. On n'a pas assez de professionnels, le temps d'attente est très long, donc des fois c'est difficile pour une prise en compte. Et souvent, ils sont déjà insérés professionnellement, ils ont des fois quelques difficultés, parce que jusque-là, ils ont réussi à compenser, mais jusqu'à saturation. Et donc, souvent, soit ils essaient de trouver d'autres professions qui correspondent le mieux à leurs attentes ou à leurs problématiques, ou soit ils arrivent à se faire aider une fois que le diagnostic a été posé. Après, maintenant, l'insertion, c'est justement ce qu'on voulait toucher dans le salon, mais qu'on réitérera l'année prochaine, parce que tous les services d'accompagnement à l'insertion commencent à être sensibilisés sur les accompagnements à mettre en place par rapport au handicap. Parce qu'en fait, là, tout le problème des troubles des apprentissages, quand ils ne sont pas sévères, ils ne relèvent pas du handicap, au sens statutaire, ou je ne sais pas comment on peut dire. Donc, comme avait dit la vice-présidente, il faut sensibiliser sur ce handicap invisible et qui pourtant est handicapant. C'est un peu ça. Exactement. Voilà. Donc après, c'est tout l'accompagnement à faire auprès de toutes les structures d'aide à l'insertion, mais aussi des entreprises. Oui. Les entreprises, il faut qu'ils acceptent ce public-là en leur donnant peut-être des tâches qui correspondent à leurs problématiques, parce qu'ils ont des atouts. Celui qui a les troubles d'apprentissage, à force de persévérer, il est dur à la tâche, par exemple. Oui. Par exemple. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'entendre le témoignage de Maxime, qui est actuellement en doctorat. De droit, oui. Voilà, donc du coup, je veux dire, ça n'arrête pas. Ce handicap n'arrête pas et n'a aucun impact sur l'intelligence ou sur le fait de travailler ou pas travailler. Il me semblait qu'Albert Einstein était distinct, c'est ça. Celui qui a fait aussi Walt Disney aussi. Ouais. Ah ouais. Mais oui. Je me demande si c'est pas eux les plus normaux en fait d'ailleurs. Mais c'est ça. En fait. C'est à se demander. Et c'est vrai qu'on met le doigt du coup sur les types d'éducation. C'est-à-dire qu'on va pas apprendre à un poisson à monter aux arbres. C'est ça. On élargit et quelque part c'est normal. C'est-à-dire que chaque personne, chaque enfant grandit différemment et il devrait limite même pas y avoir des associations, mais justement dès le début avoir un panel d'éducation, je pense. Alors je rebondis avant que tu répondes parce que justement il y a eu ce jour-là du salon une intervenante en intervention de Juliette Speranza qui c'était juste génial, elle a écrit notamment, elle est auteure du livre L'échec scolaire n'existe pas et elle a vraiment pointé du doigt qu'en fait on parle d'inclusion mais finalement en fait
C'est plus que normal. Ce serait plus que normal, parce qu'aujourd'hui, on fait en sorte que des personnes s'adaptent à un système, alors que ça se trouve, c'est le système qui n'est pas du tout, comment dire, adapté à chacun. Voilà, à chacun. Et elle est fervente défenseur de la neurodiversité. Elle a mis en place une charte de la neurodiversité. Et c'était juste trop génial, cette conférence, franchement. Et du coup, j'ai une petite question, je me permets. Tout ce qui est l'éducation freinée, Montessori, est-ce qu'on arrive justement à rendre plus accessible l'éducation à ces enfants-là? Je dirais naturellement, parce que déjà, eux, à la base, au début du siècle, 19e siècle, avaient déjà mis une pédagogie différenciée. Par rapport à ces publics justement différents. Donc je dirais que naturellement, Montessori, d'ailleurs en plus c'est une italienne, ça tombe bien parce que en Italie ça se passe différemment. Exactement. Voilà. Une médecin qui, ne serait-ce que déjà par rapport au mobilier, par exemple, elle a mis le mobilier à la taille des enfants, ne serait-ce que déjà ça. C'est une grande différence. Et donc elle a tout adapté par rapport au public pour les rendre accessibles à l'apprentissage. Eux, je dirais que naturellement, ils avaient déjà mis en place une certaine pédagogie, donc fatalement, ils étaient déjà ouverts à des publics différents. Voilà, et du coup... Mais c'est nul de dire différent, c'est ça. Voilà, le mot autre. Voilà. Autre. Oui. Parce qu'on a eu aussi la chance d'avoir quelqu'un dont je n'ai pas le palmarès ni le CV. Elle était en chirurgie génétique, là, celle qui justement défend et comment elle s'appelle, elle est intervenue à la fin. Oui, Madame Doré, qui est qui est à l'université et qui est doyenne de l'UFR de santé médecine à l'université de la Réunion. Et elle défend, mais vraiment, on a senti avec ses tripes ce côté-là où il manque de moyens, il manque vraiment d'ouverture sur... elle fait appel aussi un peu à ce côté politique. Oui, c'est ça. Voilà, où elle tape vraiment sur la table, vraiment. Donc, nous aussi, pourquoi pas faire un appel, parce que c'est ce que Madame Speranza disait, si tous les professionnels écrivaient à ceux qui aujourd'hui font des lois pour nous, et se battent vraiment pour que ça s'ouvre, parce que en France, le système est vraiment archaïque comparé à d'autres systèmes. Je pense que ça, c'est obsolète en fait. Et ça ne bouge pas. C'est en train de bouger. Oui, parce que par exemple, on va dire la mise en place du PAP, ça date de 2015. Donc ça évolue. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est vrai que le regard sur la différence d'un pays à un autre, c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil, donc il faut s'interroger. Sur l'éducation, complètement. Oui. Enfin, juste à côté, en Allemagne, c'est différent. Voilà, on part, donc il y a un moment donné, il faut arrêter. 8 heures d'école pour les enfants, voilà. Je pense que c'est à revoir. En fait, c'est un système éducatif français qui se veut égalitaire. Mais égalitaire dans le sens que tout le monde part avec les mêmes bagages. Alors en fait, non. On n'arrive pas avec les mêmes bagages. Non. Et on part pas avec les mêmes bagages. Non, mais il faut des fondamentaux, quoi. C'est un peu ça, il faut s'adapter à tout. Mais après, les moyens, quand on a 26 ou 30 dans une classe... c'est pas facile. Faut tout reprendre, faut vraiment. Alors qu'il y a des classes qui ferment. Expliquez-moi la logique. Allez, c'est parti. Bon, là, c'est bon, j'arrête. Pas de fond de cœur ce soir. Alors, si vous avez un message fort à faire passer justement par rapport à cette thématique, ça serait quoi? De bien être sensibilisé aux différents troubles des apprentissages et d'avoir une analyse réflexive sur sa pédagogie pour pouvoir non pas adapter le programme, parce que tout le monde doit avoir le même programme, il y a des référentiels, mais adapter la pédagogie aux besoins de l'enfant. Et ça ne concerne pas uniquement que les enfants à troubles des apprentissages. Ça servira pour tout le monde. Notamment ceux qui ont simplement des difficultés scolaires, parce qu'on en a aussi. Il ne faudrait pas former les parents un peu? Oui, aussi, tout à fait. Alors ça, c'est un peu notre axe de travail qu'on souhaiterait développer, c'est le lien avec les parents, parce que ce sont les premiers observateurs. C'est ça. Premiers observateurs. En fait, l'éducation, c'est un fait, mais je pense que les parents également, à mon sens, c'est important que vraiment, ils soient sensibilisés et même attentifs. Oui, et acteurs. Surtout, vraiment attentifs
à cette différenciation que peut manifester leur enfant, puisque c'est important. C'est important pour l'enfant, c'est important pour eux, pour mieux vivre et accompagner. Oui, de toute façon, on ne pourra rien faire sans eux, puisqu'ils ont quand même toujours la responsabilité légale sur leur enfant. Donc c'est sûr qu'il faut les accompagner, puis des fois les soulager. C'est ça, les soulager, c'est ce que je veux dire, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est tous parents, on a tous notre vie quotidienne, et c'est vrai que quand on sent que notre enfant est, allez, j'aime pas dire différent, mais n'évolue pas de la même manière, on se dit, oh là là, il manquait plus que ça. Mais je pense que les parents ont besoin de savoir que vous êtes là, ont besoin, tout simplement, tu peux préciser aussi que faire. Si un parent se sent seul, il peut passer par nous, bien évidemment. Au Cœur des Femmes, nous, on viendra et on le dirigera vers toi. Mais je pense que justement, ces parents-là qui prennent peur des fois ou qui sont pris dans le quotidien ont besoin de savoir qu'il y a des personnes, il y a des institutions, il y a des organismes et c'est en train de s'ouvrir. Donc, oui. Et en plus, avec l'ANAPEDIS, donc l'association nationale, on est aussi reconnu auprès des politiques, et on est force de proposition et de changement, et on a aussi un droit de réponse ou de questions directes avec les différentes instances ministérielles. Très bien. Moi, du coup, les filles, je vous propose, puisque comme l'émission doit touche à sa fin. Voilà. Moi, je propose de réinviter Sadia pour une prochaine émission, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup à dire. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, et je pense que c'est un sujet qui intéresse complètement. Fortement. Merci, Sadia. Merci beaucoup pour ce partage. Merci. Voilà, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces enfants-là qui maintenant sont pris en compte. Oui. Merci les filles. Merci Gisèle. D'avoir été là. On vous dit à très bientôt. Retrouvez-nous sur la page Facebook Au Cœur des Femmes. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages en privé. Également, si vous pensez que vous avez quelque chose à venir nous apporter sur le plateau. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous souhaite une très très bonne journée, soirée, peu importe, soyez heureux. Et à très vite sur le plateau d'Au Cœur des Femmes. Bye bye. Bye bye. Bye.